Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Spoilers. Bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent en podcast et bienvenue aussi au chat puisque nous sommes à nouveau en live sur Twitch. Une émission ce mois-ci dédiée aux séries dites semi-formulaires feuilletonnantes. Comment est-ce que vous allez vous, Guillaume et Briac ? Eh bien écoute, ça va très bien. Enfin, comme à peu près tout le monde je pense en France, il fait bien chaud quoi, voilà, c'est tout. Vous avez vu, il fait chaud. Eh oui. Laissez-moi sans plus attendre accueillir notre invité de cette soirée. Peut-être l'invité qu'on a le plus eu finalement dans Spoilers, si je ne dis pas de bêtises. Avec Pacôme quand même, à mon avis, ça se bouscule un petit peu. Égalité peut-être égalité. On a eu Pacôme 2 fois effectivement. Ouais. Nous sommes très heureux d'accueillir dans Spoilers Claire Cornillon. Bonsoir Claire. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va très bien, très contente d'être là. Ah bah très content de t'avoir. Ta thèse sera au cœur de cette soirée. J'y reviens tout de suite un peu plus en détail. Petite présentation pour les personnes du chat qui ne te connaissent peut-être pas. On t'a déjà eu dans notre live du coup sur X-Files, parce que tu es mordu d'X-Files, si je ne m'abuse. C'était un super live. Moi j'avais vraiment adoré, pourtant je connais assez peu X-Files. Et du coup tu es maîtresse de conférences en littérature comparée, spécialiste de la littérature et du cinéma de science-fiction, de littérature et du cinéma de science-fiction, pardon, des séries télévisées et du transmédia. Jusqu'ici, pas d'énormités. Et du coup, tu as récemment soutenu ta thèse en études cinématographiques et audiovisuelles, avec pour sujet, je vais être obligé de le lire, je vais pas mentir au chat, le sujet est avec des mots que je ne parle pas tous les jours, je vais pas vous mentir, les séries dramatiques semi-feuilletonnantes formulaires des grands networks américains de Moonlight. Voilà, c'est un mot malheureusement. Ah, t'y étais presque. Ouais, tiens, derrière la ligne droite, la crampe. Moonlighting, de Moonlighting à The Flash, voilà. Tout est bon ? Enfin, tout est bon, non, c'était catastrophique, mais est-ce que c'est suffisant ? Voilà. Merci beaucoup d'être là, et merci au chat, puisque nous sommes en live, vous écoutez peut-être ça en podcast, mais pour l'heure, nous sommes en live. Qui nous avons dans ce chat ? Les habitués, évidemment, Franny, qui est ici avec sa ref à la trilogie du samedi. J'aimerais avoir, vous savez comment on appelle ça ? Vous savez, un boîtier avec plein de boutons. Le péremptoire a le mot, je le sais. Avec le son de la trilogie du samedi, ça j'en serais ravi. Nous avons Gillick également, et pour la première fois sur notre live, Blizzardnia. Enchanté, bienvenue, installe-toi confortablement. Si tu aimes parler séries, tu es au bon endroit. Pépé, péremptoire qui est ici, voilà, notre maître à tous, qui est toujours là. Merci à tous, à toutes et à tous d'être là pour ce live. Du coup, effectivement, la thèse de Claire sera au cœur de cette émission, mais voilà, disons que ça va être un peu un robinet à autres séries. Nous allons également nous laisser aller à d'autres discussions. On va parler séries quoi, globalement, et on va parler séries par le prisme, des séries semi-feuilletonnantes formulaires. Tu reviendras un peu plus en détail sur tout ça tout au long de l'émission. Les gars, d'abord j'avais une petite question pour faire écho à une précédente émission. On a fait un épisode avec l'Ouest Hurlant. C'était un super épisode, consacré au festival l'Ouest Hurlant auquel je n'ai pas pu aller. Un petit retour. Comment est-ce que ça a été ce petit festival qui avait l'air absolument sympathique? Ouais, on a pu y passer une tête avec Briac, effectivement. Je pense que ils sont très contents de cette première édition qui, de leurs propres mots, c'est ce qu'ils disaient dans l'émission, était une version light de ce qu'ils avaient en tête. Et pour y avoir été, ça pose un peu la question de ce qui ne sera pas une version light, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses, beaucoup d'intervenants, beaucoup de tables rondes hyper intéressantes sur énormément de sujets justement issus de la recherche universitaire, issus du journalisme, et qui est issu aussi du coup de ce que les auteurs et autrices ont souhaité développer dans leurs romans, de la fantasy à la science-fiction, avec beaucoup de thématiques qui étaient très actuelles. Évidemment, il y avait tout un tas d'auteurs en dédicace, et puis des spectacles vivants aussi, puisque les organisateurs... Oui, alors ça donnait quoi, ça ? C'était super sympa, franchement, un concept assez original. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en financement participatif actuellement, donc la troupe qui a organisé ce spectacle vivant. Et en fait, la spécificité, c'était que donc c'était
une histoire de fantasy avec en gros des combats entre des protagonistes voilà diverses et variées, sauf que la particularité c'était que le public pouvait voter en se positionnant devant des pylônes avec le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3, et donc en fait c'était une histoire dont le public était le héros, et à embranchement, donc je sais que j'ai un ami qui l'a fait je crois 2 fois et qui n'a pas eu du tout le même déroulé quoi, donc très sympa, très original, et personnellement j'y ai passé un super moment parce que bah tu sens un petit peu la chaleur, la bonne humeur et le côté très de proximité des premiers festivals, des premières éditions où les gens se connaissent, ils sont un peu tous potes et c'est très facile d'aller parler aux gens, etc. Donc vraiment, je recommande pour l'année prochaine, puisque c'est d'ores et déjà acté qu'il y aura une deuxième édition, notamment avec un volet scolaire qui sera là aussi déployé sur Rennes. Ils ont déjà annoncé que la thématique ce sera une thématique dystopique où en gros ils imagineront ce qu'il se serait passé si le Parlement de Bretagne n'aurait pas brûlé, puisque c'était un des grands faits divers de Rennes à une époque. Donc voilà, ils sont en route et ils sont pas prêts a priori de quitter la scène des nouveaux festivals à Rennes de l'imaginaire, donc c'est plutôt chouette. Écoute, ouais, mais Guillaume, j'ai l'impression que tu avais écrit ce texte absolument parfait. Vous avez vu, il y avait la conclusion et tout, l'ouverture sur la fin. Écoute, j'ai même pas envie de demander à Briac. Non, je rigole. Briac. Non, mais c'est pas la peine, hein. Non, mais Briac, toi, c'était les conférences, si je dis pas de bêtises, qui t'intéressaient, Oui, je suis allé avec Guillaume et ouais, il y a eu des conférences, des tables rondes très intéressantes. Ça parlait un petit peu de séries d'ailleurs à certains moments sur différents sujets, et puis avec des intervenants qui étaient aussi bien des auteurs que des universitaires. Effectivement, c'était super intéressant et j'ai pu faire qu'une journée, mais je me suis dit j'aurais bien aimé tout faire et je pense que c'est ce que je ferai l'année prochaine et j'ai effectivement hâte de voir comment ce festival va évoluer. Bah, ça avait l'air d'être une belle première édition. Ouais. La petite anecdote, on va dire, c'est que du coup, vous pourrez retrouver dans les mois qui vont venir l'intégralité des tables rondes qui ont été qui ont été proposées lors de cette première édition, parce que Spoilers va filer un coup de main à l'Ouest Hurlant pour. On était là pour la captation de ces tables rondes et donc on va délivrer au fur et à mesure comme ça à travers un canal qui n'a pas encore été annoncé par Ouest Hurlant, mais qui sera dans leur réseau à eux, les différentes captations. Donc vous pouvez retrouver tout le contenu des tables rondes si vous n'étiez pas là, et ça c'est super chouette parce que il y en avait 16 par jour, donc voilà quoi, il y a eu 2 fois ça, donc ça va représenter pas mal de matière et ça va être chouette de pouvoir rattraper tout ça quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce petit retour. Je vous propose qu'on passe au cœur du sujet, sujet de la thèse de Claire que tu as soutenue tout récemment. Ouais, le 8 juin. Ok, très bien. Donc là, c'est tout frais. Tu es directement dans l'après. Cette thèse que tu as entamée quand, du coup? Alors en fait, déjà, c'est ma deuxième thèse, donc c'est un petit peu particulier. Ah oui, d'accord. Mais je l'ai entamée il y a assez longtemps maintenant. Je l'avais entamée en 2015. J'avais soutenu ma première thèse en 2012. Et j'ai commencé celle-ci en 2015 et je viens de la finir. On a plusieurs questions à te poser. Moi, j'avoue que la première qui m'est venue quand je me suis intéressé à ta thèse, du coup, c'est une question qui peut paraître toute bête, mais je pense qu'il y a notamment des gens dans le chat qui se posent la question. Est-ce que, et moi, alors, on dit aussi Briac également est en thèse à propos d'une certaine série. Ah bon? Faisons le point Lynch maintenant. Voilà, c'est une thèse sur Twin Peaks que tu auras l'occasion de nous raconter dans cette émission. Et du coup, la question va un peu pour vous deux. Est-ce que, et moi, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi j'ai fait un mémoire sur le cinéma, donc un truc dans les clous, on va dire, mais justement, est-ce que le milieu universitaire était réticent peut-être à une certaine époque quant aux études sur les séries télé? Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'il y avait une espèce de hiérarchie ou voilà une réticence tout simplement ou pas du tout? Ils étaient hyper ouverts au sujet, au contraire, ils attendaient des élèves qui oseraient se lancer là-dessus. Non, il y avait une réticence. Il y a toujours une forme de réticence dans certains milieux auprès de certaines personnes, mais tous les objets de culture populaire ont mis du temps à s'imposer. Moi, j'ai fait ma première thèse sur la littérature de SF. C'était déjà quelque chose aussi pareil qui était peu traditionnel. Et donc, en fait, non, les objets de culture populaire, le milieu universitaire français est vraiment très pris dans des hiérarchies culturelles. Et en particulier, le fait que
moi, mais comme Briac, on travaille de manière sur l'esthétique en fait des séries. Et ça, c'est quelque chose qui a pris du temps à s'imposer. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de travaux, il y a des groupes de chercheurs, c'est développé, mais ça a pris du temps effectivement pour qu'on prenne les séries au sérieux et qu'on se dise on peut les analyser comme on analyserait un autre art en fait, une autre œuvre. Ouais. Bien sûr. Briac, toi, dans ton cas, je crois même qu'on t'a proposé de faire sur Twin Peaks. Oui, alors moi j'avais déjà fait un mémoire sur les séries, mais c'est vrai que en tout cas là où moi j'ai fait mes études à Rennes 2, même si on n'avait pas beaucoup de cours sur les séries, à part un qui était fait par Delphine Lemonnier, qu'on a eu dans Spoilers. Il n'y a pas eu de réticence, en tout cas, moi, que j'ai pu rencontrer, mais il faut dire que moi, quand je faisais mon master, c'était 2015-2016, donc c'était déjà un peu plus acceptable de travailler sur les séries. Et là, moi je donne des cours à l'Université du Havre, et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui font des mémoires sur les séries. C'est quelque chose qui est plus accepté maintenant. Après, c'est aussi un choix qu'il faut assumer plus tard quand on cherche un poste. C'est pas forcément des thèses qui vont des profils qui vont attirer partout, donc faut en être conscient aussi pour l'instant. C'est pas encore non plus totalement accepté comme choix de sujet. Oui, mais ça reste dans l'air du temps quand même. Oui, tout à fait, mais justement, quand tu vas parfois dans certaines facs après, il y a des professeurs qui vont pas forcément être super ouverts à ces sujets-là quand tu arrives. C'est ça qui peut arriver aussi. Peut-être par manque de connaissances aussi. Oui, puis comme Claire le disait, la notion de hiérarchie culturelle et de légitimité, les séries, même si c'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué depuis quelques années, enfin depuis même 2-3 décennies, il y a une évolution nette, ça reste encore un sujet qui est parfois pas tout à fait, un type de production culturelle qui est pas tout à fait respectée par tout le monde, faut le dire. On a toujours des débats là-dessus encore, notamment dans la relation avec le cinéma. Petit disclaimer, quelque chose à préciser pour les gens qui nous écoutent et qui sont avec nous dans le chat et qui sont amateurs de séries, mais qui le perçoivent par le prisme plus de la culture populaire, peut-être plus par le prisme des gens qui les analysent sur internet. Il y a eu beaucoup ces dernières années, notamment de youtubeurs qui se sont un petit peu lancés dans le créneau de l'analyse justement des films beaucoup et un petit peu des séries, que la série est aussi un objet qui est très étudié à l'université. En tout cas, il y a des séries qui sont très étudiées à l'université. Est-ce que peut-être, Claire, tu peux nous en parler un peu de ce pourquoi la série est étudiée aujourd'hui et pourquoi ça en fait un objet qui est intéressant à étudier? Parce que moi, en tant que simple spectateur il y a quelques années, avant que on crée Spoilers, j'étais à milieu d'imaginer que les séries que je pouvais regarder à la télé pour me détendre étaient aussi des objets qui étaient hyper intéressants à étudier, quoi. Mais la série, elle peut être étudiée vraiment sous plein d'angles, donc ça dépend des disciplines en fait. Elle a été étudiée sous l'angle de ce qu'on appelle l'information-communication, c'est-à-dire sous l'angle du média en fait, donc travailler sa place sur la télévision, comment elle est reçue, comment elle est produite, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout un angle déjà qui est très intéressant de savoir comment le média fonctionne. Il y a tout l'angle, on va dire, plus sociologique, anthropologique, quelles sont les représentations sociales qu'on a dans les séries, quels sont les impacts sur la société, des choses comme ça. Et puis, il y a des approches, comme je le disais tout à l'heure, qui est plus la mienne, qui sont les approches esthétiques, où là, on travaille soit en cinéma audiovisuel, mais aussi des chercheurs en littérature qui travaillent sur comment fonctionne le récit dans la série, comment ça fonctionne la sérialité, comment on peut analyser les images, la mise en scène, la musique dans le cadre spécifique d'une série. Et là, il y a vraiment énormément de travaux passionnants parce que la série, c'est un objet qui est spécifique, parce que c'est un objet qui est mouvant, qui se construit au fur et à mesure ou qui est très complexe à étudier parce qu'on peut avoir des corpus qui sont très longs, parce que c'est un objet qui maintenant a quand même une histoire longue depuis les années 50 et donc il y a aussi toute cette histoire à resituer, cette histoire des formes. Donc c'est vraiment un objet passionnant parce que c'est un objet très dense. Il y a énormément d'aspects qui concourent au fait qu'on a cet objet à la fin et que cet objet nous touche de manière particulière, parce qu'on le voit bien, maintenant c'est vraiment ancré dans l'imaginaire collectif que les séries nous font quelque chose, quoi. Elles nous émeuvent, elles nous font réfléchir, etc. Donc pourquoi, comment ça fonctionne et comment ça fonctionne spécifiquement dans la forme de la série, en fait. Déjà, le chat, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça, Claire est là pour ça. Justement, moi, pour avoir fait des études universitaires sur le cinéma, je me demandais si la méthode était différente dans la recherche par rapport aux études de film, par exemple. Est-ce que peut-être la démocratisation passait par là, vous avez montré que les méthodes étaient les mêmes, ou justement non, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai envie de vous lancer un petit peu là-dessus.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement on peut utiliser les outils, notamment d'analyse filmique, hein, mais ça a dû être justement imposé, hein. C'est-à-dire qu'au départ c'était pas une évidence du tout et encore une fois l'étude des séries ne s'est pas développée au départ dans la discipline du cinéma audiovisuel. Donc c'est quelque chose pour lequel il a fallu lutter, de dire que oui, on pouvait analyser l'image sérielle comme l'image de cinéma, c'est-à-dire en termes de mise en scène, de cadrage, de montage, etc. Donc ça on peut utiliser les mêmes outils. Mais pour moi, il faut utiliser ces outils et les recadrer dans le fonctionnement spécifique d'une série. C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans des épisodes, dans une structure fragmentaire et qui ensuite crée de la continuité entre ces fragments, fait qu'on est beaucoup sur des éléments de répétition de motifs ou au contraire de quelque chose qui va être unique et donc qui peut ne se comprendre uniquement si on connaît l'ensemble et en voir en quoi c'est unique, des choses comme ça. Donc je pense qu'on peut utiliser des outils évidemment de l'analyse filmique, mais il faut aussi tenir compte de la spécificité en fait du médium. Et là, je parle même pas des questions de spécificité, de contexte de production qui sont très différents évidemment pour le cinéma et de réception bien sûr aussi pour le cinéma et pour les séries télé. Alors j'ai une question aussi, Claire, du coup, comme tu l'as dit, toi t'as fait des études de lettres au départ, et quel a été le déclic en fait? Pourquoi tu as décidé de commencer à travailler sur les séries? Qu'est-ce qui t'a parlé en fait dans les séries? Qu'est-ce qui te... C'est une longue histoire ce genre de parcours, c'est compliqué à expliquer, mais en fait c'était une évidence pour moi parce que comme vous le savez, je l'avais raconté déjà à la précédente émission, hein, je suis fan de séries depuis toujours en fait, donc c'était un objet qui me hantait, sur lequel j'avais vraiment toujours réfléchi. J'ai passé mon adolescence à parler de séries avec mon frère et on essayait de comprendre la structure des choses, etc. Et j'avais pas encore fait ces études-là, je savais pas encore les termes, etc. Comment on pouvait aborder ces œuvres. Donc pour moi c'était une évidence et mon cursus m'avait pas amené justement en cinéma audiovisuel au départ et au bout d'un moment je me suis dit là si tu fais pas ça, si tu te formes pas là-dedans, si tu vas pas explorer ces objets, tu vas le regretter à un moment ou à un autre parce que c'était quelque chose qui était une évidence pour moi. Et petit à petit avec les rencontres et notamment avec tout le groupe des chercheurs sur les séries télé qui s'appelle GUEST, groupe universitaire d'études sur les séries télé, toutes ces rencontres-là ont fait que aussi ça a pu s'intégrer dans mon parcours professionnel et que c'était pas simplement on va dire une passion à côté de ce que je faisais, mais que c'est devenu ce que je faisais en fait vraiment au niveau professionnel. Et est-ce qu'il y a, toi du coup, des travaux, enfin des chercheurs qui t'ont un peu marqué, toi, dans ta découverte justement de la recherche sur les séries? Est-ce qu'il y a des ouvrages ou voilà ou des chercheurs en particulier que tu as envie peut-être de d'isoler ici pour des personnes qui voudraient justement découvrir la recherche universitaire sur les séries? Mon travail il a été très influencé par Jean-Pierre Eskenazi parce que même si sa discipline n'est pas nécessairement la même que la mienne, il y a vraiment une approche des séries qui m'a parlé. C'est lui qui a beaucoup développé cette notion de formule sur laquelle j'ai basé mon propre travail, même si j'ai adapté la définition. Donc je trouve qu'il y a vraiment des choses, ça m'a marqué effectivement dans mon parcours de chercheuse. Et puis après, c'est vrai que encore une fois, je parle de toutes ces rencontres avec les chercheurs de ce qui allait devenir le groupe GUEST. Et c'est vrai que par exemple Sarah Tuel, Ariane Hudley, etc., des gens avec lesquels je travaille maintenant depuis longtemps. Sarah Tuel a du coup co-dirigé ma thèse sur les séries. C'est des gens avec lesquels on avait une même pensée de la série. Sarah, on s'est rencontrés, notre première rencontre, on a discuté de la fin de Lost, c'était juste après la fin de Lost, et on s'est rendu compte qu'on interprétait totalement de la même manière la fin de Lost, alors qu'on avait eu multiples discussions avec d'autres gens et que ça n'allait pas aussi bien, on va dire. Et donc il y a eu une espèce de fusion comme ça d'approche et on a développé tout ça aussi ensemble. Donc c'est vrai que c'est beaucoup la recherche, c'est beaucoup les gens avec lesquels on est et les rencontres qu'on fait et du coup tout d'un coup les liens qui se tissent et du coup ça ouvre des espaces pour travailler, des espaces pour penser. Il est clair que tout le groupe de recherche sur l'os ces dernières années m'a beaucoup nourri aussi, donc les travaux de Florent Favard, de Pacôme évidemment, enfin voilà tous ces gens-là m'ont nourri énormément. D'accord. Dans le chat, on nous parle de... Alors, Guilic nous dit, la seule chercheuse sur les séries que je connais, c'est Mélanie Bourda. Oui, alors mais Mélanie Bourda, elle est en infocom et donc elle a fait beaucoup de travaux très importants sur la question des fans et donc elle travaille davantage sur les questions de réception en fait des D'accord. séries et effectivement elle a C'est beaucoup développé le champ des études sur le transmédia il y a quelques années et puis des fan studies en France donc effectivement ces travaux
sont importants, oui. Ah oui, donc il y a des études séries, mais pas forcément que sur la forme, il y a aussi la Voilà. réception. Ça intéresse, enfin, c'est la preuve que c'est un champ d'études hyper vaste, pardon, et hyper riche, parce que, voilà, si même en infocom, voilà, le péremptoire ne tient plus, hein, peut-être un ancien infocom. Et Franny nous pose une question directement, on allait y venir un peu plus tard, mais on va poser la question maintenant. Et c'est une question qui fait sens justement, en tout cas de l'extérieur. Comment gérer la taille, la durée d'une série comparée à celle d'un film quand on l'analyse? Parce que, anecdote, donc Briac, un ami, qui me parle de toutes les séries qu'il est obligé de regarder parce que le nombre multiple de séries qui font référence d'une certaine manière à Twin Peaks, ça doit être énorme. Et ça m'a toujours marqué quand tu m'as parlé de Supernatural. Parce que Supernatural, j'ai vu qu'un épisode, mais Supernatural, c'est 15 saisons. Comment on fait quand on doit étudier une série, à l'échelle d'une série, on a déjà 15 saisons. Alors, je sais que vous n'avez pas tout regardé, enfin c'est impossible, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'ai envie de vous lancer là-dessus. Comment on fait? Est-ce que on a la goutte de savoir, on se dit, ok, je vais devoir l'étudier, mais je sais pas le nombre de séries encore, le nombre de saisons. Comment vous faites? Alors, c'est une vraie question qu'on se pose tous dans ce champ. Déjà, je tiens à préciser absolument qu'on regarde absolument tout et surtout, on revoit multiples fois. C'est impossible de travailler en fait sur les corpus. Alors moi, c'est un peu ma spécialité parce que moi, je travaille que sur des corpus de network. La plupart des séries sur lesquelles je travaille ont entre 5 et 15 saisons. Donc, je ne fais quasiment que ça. Donc, du coup, je suis très clairement confrontée à ce problème. Hein. Mon corpus de thèse, c'est que des séries comme ça. Donc c'est un énorme problème, ça veut dire qu'il faut être vraiment, vraiment passionné et c'est pour ça aussi que je travaille que sur des corpus qui vraiment me parlent fondamentalement parce que sinon c'est trop de travail en fait. Donc en fait c'est vraiment voir, revoir et c'est se lancer à corps perdu dans un corpus parce qu'en fait le problème aussi quand on fait des analyses comme ce que je fais ou comme ce que fait Briac, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver avant d'être dans le corpus en fait. Donc du coup je peux pas faire une prise de notes exhaustive de regarder et puis me dire je vais prendre des notes et puis après je vais voir ce que j'en fais. Impossible. C'est-à-dire que pour chaque article, j'ai écrit notamment de nombreux articles sur Supernatural pour lesquels quasiment à chaque fois j'ai revu presque tout parce qu'en fait. Mais ça représente combien à peu près 15 saisons? Ah, c'est énorme. C'est énorme. Même je fais que ça en fait. Je regarde des séries tous les jours en fait. C'est indispensable pour mon travail. Mais Donc c'est 24 épisodes si j'ai pas de bêtises? C'est 24 épisodes par saison. Waouh, c'est... Je regarde des séries tous les jours, hein, c'est mon travail, je ne peux pas faire autrement en fait. Oui, c'est ça, c'est un travail, quoi. Oui, c'est un travail. Ah oui, faut plus qu'aimer les séries, quoi. Et Briac, du coup, t'es directement concerné aussi. Il n'y a pas que Supernatural aussi, dans ton cas. Vous allez pas, on nous pose la question, mais c'est le péremptoire qui demande est-ce que vous repérez peut-être les épisodes mythologiques, mais en tout cas les épisodes principaux? Non, parce que justement, c'est tout l'ampleur de mon travail, c'est que justement, j'essaye de montrer à quel point, enfin, c'était un des enjeux de la thèse que j'ai faite là, de montrer à quel point dans ces séries-là, chaque épisode compte en fait. Donc les structures que je remarque, elles ne peuvent pas se déceler si on fait des sélections d'épisodes. La sélection d'épisodes, elle ne peut découler que d'abord de l'analyse de l'ensemble. Donc du coup, non, je ne peux pas fonctionner comme ça en fait. Je suis obligée de vraiment travailler sur tout. C'est fascinant, vraiment. Insouf nous dit, je tiens à dire à Claire que l'article qu'elle a écrit avec Sarah Actuel sur The Ethics of Serial Narrative Structures est absolument brillant, j'y pense très souvent. Voilà. Ah merci, c'est très gentil. N'hésitez pas à envoyer vos meilleures ondes pour Claire. On fera passer le message à Sarah, ça lui fera plaisir. On espère recevoir un jour aussi, d'ailleurs. Gillick nous dit, elle faisait sa thèse pendant la diffusion de Battlestar Galactica et elle passait son temps sur les forums de la série, le bon vieux temps des forums. Oh là là, on pourrait faire un épisode sur les forums de fans. Alors Battlestar, ça va, pas tant de saisons que ça, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y en a que 4. Ça va. Que 4, rendez-vous compte. une paille. Ouais, mais c'est du 12 épisodes, je crois, Battlestar, non? Ah, en plus, c'est une mini-série pour vous, en fait. C'est ça. C'est facile. Donc oui, effectivement. Et en plus, non seulement vous regardez des séries extrêmement longues, mais comme j'ai pas Twin Peaks, mais c'est également ton cas Claire, c'est que, il y a forcément un moment donné où vous vous limitez dans le nombre de séries que vous allez pouvoir étudier, même pas forcément en termes de temps, mais en termes de
notes. Enfin, voilà. Là, tu le dis justement, Claire, sur le titre de ta thèse, c'est que tu parles tu parles d'une série et tu arrives à une autre, c'est-à-dire que tu vas jusqu'à Flash, la dernière occurrence. Certes, du coup, c'est une série en plus qui est pas terminée, donc potentiellement il y aurait encore de la matière. En effet, pour conclure un petit peu la question de Charles, comment tu choisis ce corpus-là, à quel moment tu choisis de le fixer, et est-ce que ça veut dire aussi potentiellement que le risque de ce travail, c'est qu'un an plus tard, tu te dises, eh mince, il y avait cette série nouvelle qui vient de sortir et qui apporte quelque chose de super important ou de super enrichissant sur mon travail précédent. Alors, pour moi, c'est même pas la série nouvelle, hein, c'est juste les séries anciennes que déjà je peux pas avoir vues parce qu'en fait, ouais. mon corpus, en fait, moi, mon objet, c'était vraiment de travailler sur cette forme dans sa totalité, donc et sur toutes enfin, en gros, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Simplement pour aller dans dans la profondeur de l'analyse sur les exemples, j'ai dû sélectionner parmi les séries que je connaissais. Celles qui me paraissaient les plus représentatives par rapport aux points que je voulais évoquer, et notamment j'ai choisi des séries du coup qui se répartissaient bien sur les décennies. Je sais plus combien j'en ai choisi en tout, j'ai plus le nombre en tête, mais enfin j'en ai choisi je crois 4 à 7 par décennie, quelque chose comme ça. Donc années 80, années 90, années 2000, années 2010, et j'ai choisi aussi des séries qui représentaient un peu tous les genres. Donc médicale, policière, SF, fantastique, etc. Donc c'était pour avoir un panel comme ça. Mais les séries dont je parle en détail dans la thèse ne recouvrent pas l'ensemble des séries semi-feuilletonnantes formulaires que je connais ou sur lesquelles j'ai travaillé par ailleurs. Et évidemment, il y aurait bien évidemment des corpus, même si quand même j'en connais pas mal, il y aurait évidemment des corpus à étudier en plus. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir aussi à d'autres travaux menés par moi-même ou par bien évidemment par plein d'autres gens, parce que c'est un travail incroyable déjà sur les décennies passées. Donc évidemment, en plus, avec les nouvelles séries qui peuvent sortir, ça se rajoute. Mais un des éléments vraiment qui me tient à cœur, c'est justement de réhistoriciser l'histoire des séries, enfin la recherche sur les séries, et donc de repartir de séries plus anciennes et de montrer comment on arrive à aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très important pour moi de ne pas se concentrer sur le contemporain et sur le présent en fait. Atelios te remercie, Claire, d'avoir initié sa compagne justement à Supernatural. Il n'avait jamais réussi, mais maintenant elle ne parle plus que de ça. Voilà. Oui, ça m'arrive d'avoir cet effet sur les gens. J'en suis désolée. Tant mieux. Peut-être des recos au cours de cette émission. N'hésitez pas pour donner envie. Est-ce qu'on partirait pas sur la partie 2, justement, rentrer dans le cœur du sujet? Ah, Guillaume avait une question. Effectivement, sur du coup le format thèse, moi ça m'est complètement étranger, on va dire, ce type de format, mais comment, du coup ça me pose une interrogation, et comment est-ce que tu fais vivre ce format une fois qu'il est fini, le format de la thèse? Comment tu le fais vivre? Comment tu le diffuses? Parce que j'imagine que voilà, c'est un travail évidemment qui t'a pris, tu l'as dit, plusieurs années, donc comme quelqu'un qui va réaliser un court-métrage ou une fiction, il va avoir envie de le présenter à un maximum de gens. C'est quoi les canaux un petit peu de diffusion de cette thèse, et c'est quoi un peu peut-être la finalité pour toi, s'il y en a une autre que celle de l'avoir terminée, de cette thèse-là aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs manières. Alors, déjà, il faut voir qu'effectivement, c'est ma deuxième thèse, donc mon contexte de carrière n'est pas le même qu'une personne qui ferait sa première thèse. Donc, du coup, le résultat de ce que j'ai écrit, la manière de le diffuser, c'est pas forcément exactement la même chose que quelqu'un qui est en début. Mais il est clair que pour moi, cette thèse, c'était de toute façon mon prochain livre. Ça, c'était que je le fasse sous la forme de la thèse ou directement sous forme de livre, c'était mon prochain livre. Donc, je vais le soumettre à des éditeurs universitaires pour le publier. Donc ça, déjà, ce sera l'issue. Et puis, de fait, comme c'est quand même un travail qui est issu de toutes mes années précédentes de travaux, ce qui fait qu'il y a des bouts en fait de cette thèse qui émergent de différentes communications que j'ai faites dans des colloques, d'articles que j'ai écrits avant. Donc il y a déjà des bouts en fait et des moments, on va dire, de ma réflexion qui existent par ailleurs. Après, les thèses aujourd'hui sont quasiment toutes mises en ligne maintenant par les structures universitaires. C'est l'idée de la recherche ouverte. Donc normalement, elle sera mise en ligne par l'université, elle sera disponible. Et puis après, pour moi, l'idée, c'est que là, j'ai posé tous ces éléments définitionnels. Donc ça va être le livre que je vais sortir. Mais après, c'est aussi une ouverture vers d'autres travaux. Donc évidemment, j'ai plein de séries dont j'ai envie de parler. J'ai d'autres formats dont j'ai envie de parler
d'autres formes dont j'ai envie de parler avec la même méthode que j'ai essayé d'établir dans cette thèse-là. Donc, ça va vivre de cette façon. C'est-à-dire qu'une thèse, c'est vraiment, ou un livre, ou peu importe, un travail universitaire, c'est toujours un moment de la réflexion et qu'on met qu'on met en forme pour soi-même et aussi pour les autres, en fait, pour les autres chercheurs, pour qu'ils puissent l'utiliser, réfléchir à partir de ça. Mais c'est toujours quelque chose en évolution. Donc déjà, quand j'ai fait ma soutenance il y a quelques jours, déjà les choses avaient évolué dans ma tête par rapport au texte que j'avais soumis. Et puis quand je vais soumettre le livre, ça va être pareil. Et puis après, voilà, ça s'enchaîne. Et puis au bout d'un moment, ça devient un nouveau travail. Mais voilà, c'est toujours en mouvement, en fait. Ok. Une question de Pépé sur le chat. Oui, c'était encore par rapport à Supernatural, mais sur le et c'est une question assez ouverte. Non, mais c'est pas forcément que sur cette série, mais l'une d'entre elles est dans le titre de la thèse. Mais justement, quand la série en question n'est pas terminée, on se dit bon à quel moment on arrête? Parce que si j'ai bien compris ta question, il y a un moment donné, il faut rendre la thèse. Donc comment on fait? On se dit bon, j'arrête au prochain épisode, j'arrête mon étude parce que sinon là encore aujourd'hui. La série existe, quoi. Alors, j'essaye de travailler, enfin, généralement, je travaille sur des séries qui sont terminées, parce que justement, le type de choses que je fais demande d'avoir une vision d'ensemble. Il arrive que je fasse des choses sur des séries qui sont pas terminées, mais aussi parce que du coup, ça permet de saisir aussi justement un moment de la série et d'avoir ce côté organique de la série où les choses vont pouvoir évoluer. Donc, ça dépend ce qu'on veut dire. En fait, ça peut être intéressant dans tous les cas. Là, c'est vrai que Flash, c'était parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient, que je pouvais décrire dès les premières saisons, en fait, des formes qui m'intéressaient. Et j'ai pas fait une analyse globale de Flash, c'est vraiment plus des éléments comme ça ponctuels, ce qui fait que ça posait pas de problème. Par contre, toutes les séries dont j'ai vraiment fait une analyse en profondeur, avec notamment une interprétation des séries, parce que j'ai un travail aussi qu'on appelle herméneutique, c'est-à-dire j'essaye de produire un propos par rapport au sens, à mon sens, de la série. D'accord. Là, c'est toujours sur des séries, enfin, c'est quasi toujours sur des séries terminées, parce qu'il me faut quand même avoir une perspective générale. Ouais. Est-ce que ça veut dire que du coup, on est hyper soulagé quand une série se termine quelque part? Non, quand même pas. Okay. Non, parce que on est chercheur, on est quand même. Enfin, une série, plus ça dure, mieux c'est. Hein. Moi, je veux pas que les séries elles se finissent. Donc, si elles sont bien, ça me va. Donc, non, j'attends pas la fin de la série, mais c'est juste qu'une fois que c'est fini, oui, je sais que je peux en parler d'une autre manière, en fait. Je dirais d'une manière différente, pas forcément mieux, mais d'une manière différente. Voilà, mais non, j'attends pas spécialement la fin des séries. C'est toujours un peu triste quand ça finit. Même pour The Flash. Même pour The Flash, ouais. Mais voilà, Supernatural 15 ans, s'ils avaient continué, moi je continue à regarder. Oui, il y a de la qualité aussi dans les séries longues, évidemment, oui. Et on est toujours triste quand ça s'arrête, c'est clair. Mais j'ai envie de prendre l'exemple justement de The Flash pour la deuxième partie, donc sur les séries semi-feuilletonnantes formulaires. Alors, le chat, dites-nous, est-ce que c'est limpide pour vous, la notion de série semi-feuilletonnante formulaire? Normalement, ça devrait pas l'être, puisque c'est une terminologie qui m'est propre, en fait. Donc, c'est pas une, terminologie qui est, donc, normalement, vous devez, c'est normal si vous savez pas ce que ça veut dire. Justement, personne d'autre que toi pourrait mieux parler de ce terme. Ah, Insouf, pour Insouf, c'est limpide, apparemment. Donc, une fan. Un ou une fan, oui. Bon, pas la peine d'expliquer, alors. C'est bon. Blizzardnia aussi, donc c'est limpide pour tout le monde. Hein, en même temps, les gens sont venus sur la promesse d'un titre qui était celui-là, donc il a fallu que ça leur parle un tout petit peu quand même, quoi. C'est vrai, tout à fait. Mais du coup, hyper intéressant pour nous et pour les gens qui nous écoutent. Cette terminologie qui est tienne, peut-être par le prisme de Flash, mais peut-être qu'il y a une autre série qui a un bon exemple. Est-ce que tu peux nous l'expliquer déjà un petit peu plus en détail pour les gens qui n'ont pas le terme? Ouais, donc j'ai essayé d'établir en fait une typologie des formes de sérialité audiovisuelle pour pouvoir mettre en avant certains phénomènes que je trouvais particuliers et qui n'étaient pas suffisamment mis en avant, à mon sens, dans d'autres typologies. Donc du coup, j'ai fait une typologie en quatre catégories, on va dire. Le formulaire. Donc le formulaire, c'est des séries qui ont des intrigues bouclées dans chacun des épisodes sur le même schéma, si vous voulez, sur la même forme à chaque épisode. Donc, par exemple, l'enquête de la semaine dans une série policière. Dans Flash, par exemple, ça va être la formule, ça va être
le mutant de la semaine, si vous voulez, découvrir quel est voilà, l'individu, l'ennemi, et puis comprendre son pouvoir, et le méta-humain, voilà, c'est ça, et donc du coup, comprendre son pouvoir, et ensuite pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a les séries formulaires, où donc ces intrigues bouclées font qu'il n'y a pas de mémoire de la série, c'est-à-dire qu'en fait, on reprend à chaque fois, et il n'y a pas de continuité. En théorie, ces séries-là, on peut les regarder dans le désordre. Donc ça, c'est catégorie 1, formulaire. Excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, une sitcom est formulaire? Ça dépend les sitcoms. Friends, par exemple, c'est le gag de l'épisode. Friends, non. En fait, il y a quasiment aujourd'hui, ça fait longtemps que ça n'existe plus. En fait, les séries formulaires, on n'en trouve plus. C'est justement ce que j'essaye de décrire dans la thèse, c'est que ça, en gros, il y en a jusqu'aux années 80. Et encore, je pense qu'il faudrait affiner parce que même parmi celles qu'on classe formulaire avant, à mon avis, il y a des choses. On parle de Columbo, par exemple. Columbo, c'est l'exemple même, voilà. Voilà, Columbo, MacGyver dans les années 80, ce genre de choses. C'est-à-dire que MacGyver, quand il commence, il est MacGyver, il n'y a pas d'histoire continue, en fait. Il refait une nouvelle mission à chaque fois. Et puis, voilà, c'est bouclé. Donc ça, c'est le formulaire. Après, la deuxième catégorie, c'est les séries feuilletonnantes. Donc là, les séries feuilletonnantes, c'est comme les soaps, en fait. C'est des séries qui ont une continuité, c'est-à-dire que les choses se déroulent chronologiquement et on suit d'un épisode à l'autre l'intrigue. Et après, c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'il y a pour moi une catégorie hybride entre les deux, donc semi-feuilletonnant. Et là, il y a deux possibilités, soit c'est semi-feuilletonnant épisodique, soit c'est semi-feuilletonnant formulaire pour moi. Ça veut dire que quand c'est semi-feuilletonnant épisodique, il y a quand même une pensée de l'épisode, mais disons que donc l'intrigue se suit, mais il y a une pensée de l'épisode qui peut être, par exemple, une continuité thématique ou quelque chose qui fait l'autonomie. Par exemple, on va se concentrer sur un personnage dans chaque épisode, des choses comme ça. Donc, on pense quand même le fragment à épisode, mais ça c'est continu. Par contre, dans le semi-feuilletonnant formulaire, la spécificité, c'est qu'il y a une formule. C'est que donc, les choses, on a des intrigues inter-épisodes, mais dans chacun des épisodes, on a une formule qui se reproduit. Donc, par exemple, comme dans Flash. C'est le résumé, le pitch de l'épisode, quoi. Enfin, le pitch de la série, quelque part, c'est la formule de la série, quoi. C'est en partie la formule, exactement. Donc, par exemple, si on prend un exemple simple qui est Stargate SG1, par exemple. Stargate SG1, vous voyez, c'est semi-feuilletonnant formulaire, parce que dans chaque épisode, les personnages vont aller visiter une planète. C'est ça la formule. Et il y a deux éléments de définition qui sont vraiment importants en plus de ça dans cette forme-là. C'est qu'il y a une ellipse entre les épisodes, et c'est qu'il y a une importance très grande des personnages non récurrents. Donc, si vous prenez Stargate, donc ils vont aller chaque fois sur une planète. Donc, ça veut dire que les épisodes de la saison, c'est une sélection des missions de l'équipe SG1. Mais en fait, il y en a d'autres entre. Donc, entre chaque épisode, on a des ellipses. C'est très rare qu'on ait l'épisode qui se passe le lendemain de l'épisode d'avant. Ce qu'on peut tout à fait avoir dans d'autres formes, par contre. Vous voyez ? Et puis, à chaque fois qu'on va sur une planète, forcément, l'équipe, ils vont rencontrer des gens qui, généralement, ils ne reverront plus jamais. C'est-à-dire que ce sont des personnages non récurrents, donc qui apparaissent que dans un seul épisode. Donc, c'est ça, en fait, qui fait la spécificité de cette forme-là. C'est très, très intéressant. Franchement, surtout expliqué par toi, du coup, en plus, mais ça donne envie de poser un milliard de questions. Je suis désolé, peut-être que tu commences un peu à en souper de ce sujet. Il y a vraiment, le chat s'agite parce qu'ils ont tous un exemple, il y a un nom de série, point d'interrogation. Bien sûr. Pépé pose une question intéressante. Est-ce que du coup, une série, le nom m'échappe, Twilight Zone. Anthologique, voilà, exactement. Est-ce qu'une série anthologique, donc, du coup, est formulaire? C'est encore un autre type de série, en fait, parce que les anthologies, là, on change carrément d'univers. Il n'y a aucun lien, en fait, de continuité entre les épisodes. Il n'y a pas de personnage qui revient, etc. Donc, ça, c'est encore une autre forme. C'est encore plus bouclé, puisque là, on change carrément d'épisode, de ton, de genre. La seule continuité, en général, dans Twilight Zone, c'est la thématique générale. Enfin, c'est le genre, quoi. Ce sont des intrigues de SF ou fantastique. Mais sinon, on ne construit pas quelque chose qui se passe dans le même univers fictionnel, on va dire. Ce qui est quand même le cas des séries formulaires. On regarde dans une série formulaire, en général, la continuité, elle vient du personnage principal. Ouais. Le personnage principal, même s'il évolue pas, il est là dans tous les épisodes. Donc c'est ça au moins qui fait le retour. Qu'est-ce qu'on nous disait ? On nous parlait de Lost. Lost n'est du coup pas du tout.
Non, alors Lost, je la classe en semi-feuilletonnant épisodique parce que effectivement, il y a clairement une continuité hein, sur l'ensemble de la série, une évolution, etc. Mais il y a aussi vraiment une pensée de l'épisode organisée autour de la question des flashbacks, de l'organisation de chaque épisode en général est centré sur un des personnages et justement ça va être ses flashbacks à lui ou plus tard, bon, d'autres formes comme vous savez. Mais donc il y a vraiment une pensée, une thématique dans chacun des épisodes. Mais pour autant, on n'a pas une formule, on n'a pas d'ailleurs justement de personnages non récurrents aussi fortement en place que dans les séries semi-feuilletonnantes Formule 1, et on n'a pas cette ellipse obligatoire entre les deux. Beaucoup des épisodes de Lost, d'ailleurs, l'ensemble de la durée en fait diégétique, Oui. enfin de l'histoire, si vous voulez, de Lost, Mm. est brève par rapport À nous, ce qu'on... Ouais. voilà, au temps de diffusion en fait, en tout cas au début. C'est beaucoup plus long pour nous, oui, d'accord. C'est ça, c'est très différent des semi-feuilletonnants Formule 1, ouais. Ça me fait penser aux Simpsons que Guillaume a mentionné. Bon, si c'était en temps réel, Bart aurait 40 ans, donc oui, forcément, c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est un des aspects qui est important du semi-feuilletonnant formulaire, c'est que justement, il permet d'être en accord avec la temporalité des publics. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé par les séries et qui a une force vraiment spécifique, en fait. Un peu plus en détail, du coup? Ben, par exemple, donc, on sait bien que c'est une forme qui est très liée à la diffusion des networks américains, donc c'est-à-dire en saison de septembre à mai, D'accord. on va dire, de septembre à avril, d'octobre à mai, quoi. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez très facilement avoir le changement des saisons en même temps que pour vous quand vous le regardez, que vous pouvez avoir Thanksgiving, Noël, en accord en fait Mm. avec la temporalité des publics, parce que justement, il y a ces ellipses qui permettent de passer, effectivement, il se passe plusieurs jours, il se passe plusieurs semaines, etc. Et on arrive à D'accord. coller en fait plus ou moins la temporalité des publics. Ok. Très bien. Alors, tout le monde y va de son petit exemple Modern Family, mais c'est une sitcom, si j'ai jamais regardé. Je dis peut-être une erreur, mais... Alors, les sitcoms fonctionnent aussi. Là, c'est vrai que moi, je me suis concentrée sur les dramas, parce que pour des questions de... On peut pas parler de tout, hein, tout simplement. Mais on peut faire les mêmes catégorisations sur les sitcoms, ça dépend lesquels. Alors, Modern Family, pour moi, ce serait plus semi-feuilletonnant épisodique, mais il faudrait regarder plus en détail, ça fait très longtemps que je l'ai pas trop revu. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une thématique par épisode, mais c'est pas déjà en fait souvent les séries qui ont des formules sont souvent très inscrites dans des genres spécifiques qui sont ceux vous savez ces séries procédurales quoi, c'est-à-dire les séries médicales, les Oui. séries policières, etc., où il y a toute une série d'éléments de l'histoire qui sont récurrents. Donc on fait l'enquête, on fait l'autopsie, on fait le diagnostic du patient, Ouais. etc. Law and Order et tout ça. Voilà. Et donc là, sur des séries comme Modern Family, il n'y a pas vraiment ça parce qu'on peut pas retrouver à chaque fois les mêmes étapes. Mais pour autant, il va y avoir forcément une thématique à chacun des épisodes et il y a une pensée de l'épisode, ça c'est sûr. Et les séries peuvent aussi, alors c'est peut-être rare, mais je pense à une en particulier qui est Fringe, changer de modèle au Oui, fur et à c'est mesure vrai. de sa diffusion. Donc on peut aussi se perdre, on va dire, dans cette définition parce que ça commence très formulaire et ça finit pour le coup très feuilletonnant, quoi. Oui, alors c'est un des enjeux de ma thèse en fait. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de mon travail, j'ai arrêté de parler de séries semi-feuilletonnantes formulaires et j'ai parlé plutôt de formes semi-feuilletonnantes formulaires parce qu'en fait, ça permet de décrire des phénomènes. Alors parfois, ça va dans ce sens, on pense toujours à cette évolution d'aller vers le plus feuilletonnant, mais en fait, on a des exemples où ce n'est pas le cas. Et notamment, il y a des séries qui m'intéressent énormément, à savoir Hannibal et Angel notamment, où sont des séries où on est passé par des stades feuilletonnants pour revenir vers des stades formulaires. Ouais, Et intéressant. c'est en fait, ça ne se comprend que si on pense justement à la question d'une forme et comment on utilise à un moment de la série telle forme pour dire quelque chose. Et c'est des séries qui sont vraiment entièrement fondées, enfin à mon sens, en tout cas, pas entièrement, je sais pas, mais au moins fondamentalement fondées sur leur travail de la structure. C'est comme ça qu'elles portent leurs propos. Et Angel, par exemple, c'est vraiment un exemple fondamental de ça, parce que je ne sais pas si vous avez vu Angel, mais il y a la saison 4 est presque entièrement feuilletonnante. Et c'est une saison apocalyptique. C'est-à-dire qu'au début, c'est une série où il y a une formule très importante. Et puis dans la saison 4, les personnages oublient complètement leur mission parce qu'ils sont totalement pris dans une espèce de voie apocalyptique et c'est la catastrophe. Et en saison 5, ils retrouvent petit à petit leur mission et en fait, ils retrouvent leur Ah voie ouais. éthique, en fait, leur raison d'être, en fait. Et donc, la série se reclôt sur la question du formulaire. Donc ça, c'est vraiment des choses, c'est ce qui est au cœur de mon travail, en fait. C'est ce genre de choses qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que c'est un cas unique? Je pense pas, mais c'est très rare, j'imagine, qu'une série change de forme et pour y revenir plus tard.
C'est assez rare, mais c'est pas unique parce que voilà, Hannibal change de forme quasiment à chaque demi-saison. Il y a déjà dans les séries des années 80 sur lesquelles j'ai travaillé, Beauty and the Beast change assez drastiquement aussi de mode de fonctionnement. Donc après, voilà, c'est relativement rare, mais il y a quand même un certain nombre d'exemples. Très bien. Toi, Claire, justement, pour sortir un peu de la perspective recherche, mais en tant que spectatrice, tu me corriges si je me trompe, mais toi, les séries semi-feuilletantes formulaires, c'est peut-être une majorité des séries que tu apprécies. Enfin, en tout cas, ça fait partie des séries que tu adores. Et qu'est-ce qu'en tant que spectatrice, tu apprécies justement dans cette forme? C'est clair que je dirais à 90% mes séries préférées sont des séries de cette forme-là. C'est pas un hasard si j'ai essayé de la mettre en avant et d'essayer de comprendre quelle était sa place en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, ça me fascine la complexité en fait de cette forme en fait, parce que on peut jouer sur tout en fait. On peut jouer sur les aspects de récurrence, on peut jouer sur les aspects d'évolution. On peut, pour moi, il y a un espace. On pense toujours ces séries comme des séries super contraintes. Qui sont prévisibles ou des choses comme ça. Enfin, on a un peu cette idée-là. Et moi, je trouve qu'au contraire, ce sont des séries où il y a des possibilités en termes de narration et de fiction infinies, en fait. Il y a un espace, à mon avis, notamment, c'est des séries qui s'ancrent beaucoup dans le quotidien des personnages. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que moi, ce qui m'intéresse moins dans les séries, je m'intéresse moins dans les séries à l'intrigue que à l'intrigue générale, qu'à vraiment vivre avec les personnages. Et les séries semi-fictions formulaires, vraiment souvent, elles nous invitent à vivre, à accompagner les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée dès ma jeunesse, en fait, et qu'après, j'ai pas quitté, en fait. Ça veut dire que c'est quand même plutôt quelque chose qui est assez signifiant dans les séries longues, ou est-ce qu'on peut trouver des séries courtes qui ont ce format Ça va avec la longueur, c'est-à-dire que en fait, ce type de forme déjà n'appelle pas une fin, parce que justement, l'idée c'est qu'on est toujours en train d'enrichir le récit par des récurrences, par accumulation en fait. Il y a un début, ça c'est important dans ce type de série, parce qu'il y a quelque chose qui lance la dynamique, contrairement aux séries purement formulaires. Mais par contre, on se dirige pas, on n'a pas une ligne et on va la clore. Donc du coup, ça fait que les séries sont peuvent potentiellement être très longues, et ça c'est un format qui est propice en fait à ça. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me séduit. Je suis pas très attirée par les formes beaucoup plus courtes, qui sont vraiment, on a un début d'intrigue et puis ça se finit au bout d'une saison, 2 saisons. Ouais. Moi, dans ma sensibilité, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais après. C'est important ce travail que tu fais justement de replacer, l'importance du temps long pour les séries, parce qu'on a des discours actuels qui vont justement avoir tendance plutôt à insister sur il faut qu'une série ait une fin quand on écrit le premier épisode, que les scénaristes sachent exactement là où ils veulent aller. Alors que justement toutes les séries que tu cites, c'est le plaisir de voir la série évoluer et trouver sa voie, se changer, varier. On parle aussi beaucoup maintenant, c'est bien, cette série fait juste une saison, c'est super, fallait pas faire plus, etc. Et toi, c'est grâce à ce travail, tu montres aussi tout ce qui se passe dans ces séries qui prennent le temps de durer. Et justement, je voulais te demander, est-ce qu'on n'est pas actuellement un peu dans une crise pour ces séries, parce qu'on en a peut-être de moins en moins, ou en tout cas on voit que sur tout ce qui va être les plateformes de streaming, avec des exceptions comme peut-être Mandalorian qui retrouve ce côté plus épisodique sans aller forcément vers la formule, c'est une forme qui pour l'instant n'est pas vraiment exploitée. Alors je dirais oui et non, c'est sûr que dans le discours contemporain, on a dévalorisé complètement cette forme sur des bases assez arbitraire en fait, notamment en mettant en avant vraiment la question du feuilletonnant, alors même qu'auparavant le feuilletonnant était dévalorisé, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, le feuilletonnant c'était considéré comme quelque chose de pas bien, puisque ça correspondait au soap, donc c'était forme hiérarchie culturelle plus basse en fait. Donc du coup, tout d'un coup, le feuilletonnant est devenu ce qu'il fallait faire pour que ce soit une belle série d'auteurs en fait. Donc du coup, voilà, on est sur un espèce de ça tourne, ça va, ça vient, donc voilà. C'est vrai qu'actuellement, parce qu'en plus c'est allié à cette idée de network, et aujourd'hui on a mis en avant plutôt les séries d'abord de câble puis de plateforme, donc forcément les séries de network rentrent dans une espèce de comme une sorte de survivance, on a l'impression. Mais pour autant, elles sont quand même, elles existent encore, elles sont très regardées. Il y a des énormes succès sur les séries de network qui sont totalement semi-feuilletonnantes encore aujourd'hui. Et d'autre part, on réinvente en fait actuellement sur les plateformes l'intégralité des pratiques de la télévision de network en fait. On réinvente la diffusion hebdomadaire, on réinvente la forme semi-feuilletonnante formulaire justement sur Disney+, avec Mandalorian, mais beaucoup des séries de Disney+, sont quand même
très sur ces formes-là, même si elles sont plus courtes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on préfère les formes plus courtes, mais il y a quand même des choses qui sont très, qui rappellent vraiment des formes plus anciennes. Donc moi, j'ai l'impression qu'on fait que réinventer là en ce moment. On est repassé à un nouveau cap où on redécouvre qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes dans ces modes-là, ne serait-ce que de voir que par exemple Netflix garde quelques épisodes de Stranger Things pour les passer plus tard, comme si, bah oui, c'est clair que si on diffuse au fur et à mesure, il n'y a plus le buzz pendant un jour et puis après c'est fini. Enfin, on le savait, ça faisait des dizaines d'années qu'ils le faisaient sur la télévision classique en fait. Donc voilà, il y a des choses qui sont réinventées, donc je crois qu'il faut prendre de la distance en fait par rapport au discours contemporain. C'est ce qu'on disait la dernière fois, effectivement, quand on faisait du coup, le live sur la dernière émission sur Severance, où Apple TV, elle, diffuse un épisode par un épisode chaque semaine. Et j'ai l'impression que ce format, enfin cette forme dont tu as consacré une thèse, est très liée à son mode de diffusion justement, parce qu'une série semi feuilletonnante formulaire aurait du mal peut-être à vivre en binge watching, en tout cas, parce qu'on aurait ce phénomène peut-être de répétition en tout cas qui pourrait être un petit peu je sais pas trop si pour le coup toi tu l'as fait peut-être, enfin tu l'as très certainement fait, regarder du Supernatural en boucle, est-ce que on perçoit d'autant plus le mécanisme général de la narration, ou est-ce que finalement on y voit d'autres choses et c'est quand même intéressant, et bon, c'est une question un petit peu fourre-tout, mais en tout cas pour dire que effectivement quand on envoie tous les épisodes en même temps, on a l'impression que ça se prête un peu moins à ce format formulaire en tout cas, quoi. Là aussi oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement les conditions de diffusion, comme je disais, sont propices à cette forme de narration-là, et cette forme de narration-là tire vraiment parti, je dirais, de ces formes de diffusion. Cela dit, effectivement, les gens qui aiment ces séries-là ont généralement une pratique de les regarder sur le moment, et puis ensuite de les revoir de manière en bingeant en fait, ou de les découvrir quand ils les ont ratés. Donc j'ai regardé bien évidemment beaucoup de séries de cette manière-là. Et non, ça pose aucun problème, parce qu'en fait, justement, il faut comprendre le plaisir aussi justement de la question de la variation, de la question de la construction d'une certaine configuration qu'on va ensuite faire évoluer. Donc la répétition, pour employer ce mot qui paraît négatif, justement n'est pas négative en fait. Quand on l'observe en continu, et ben on se rend compte juste de la richesse du travail qui est fait. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne pas, et je sais bien que je suis pas la seule, parce qu'il y a d'autres personnes qui défendent ce type-là de série aujourd'hui, et qui donc clairement les regardent encore ce type de série de manière pas forcément uniquement quand elle passe chaque semaine en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a c'est vraiment possible d'apprécier des deux manières. En fait. D'accord. Dans le chat, on a beaucoup de questions. On voudrait, plusieurs personnes demandent l'avis de Claire sur telle ou telle série. Je vous propose qu'on garde ça pour la fin de la soirée, parce qu'on fera peut-être un petit tour de table de recommandations séries. Voilà, on finira peut-être là-dessus. On verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur pardon, les séries feuilletonnantes, semi-feuilletonnantes formulaires. Je me posais la question, justement, je cherchais dans ma tête une série française qui aurait peut-être eu une forme qui évolue au fil des saisons. La seule qui me vient, c'est Kaamelott, puisque les deux dernières saisons, les deux derniers livres sont des formes complètement différentes. Oui. Il y a une histoire de montage télé, tout ça, mais on va rester simple. Pas forcément Kaamelott, mais est-ce que c'est quelque chose qui est très américain, ou est-ce que en France justement tu as trouvé moultes exemples? Alors c'est une vraie question. Alors, moi je travaille pas sur les séries françaises, donc j'en regarde de temps en temps, mais je travaille uniquement sur des corpus américains, encore une fois pour des raisons pour pouvoir à peu près maîtriser le champ dans lequel je travaille. Donc je ne peux pas en fait connaître tous les contextes de production dans chacun des pays, etc. Mais c'est des travaux qu'il faudrait faire en fait sur les séries britanniques, sur les séries françaises, sur comment les formats ont évolué, comment ces formes-là ont évolué, parce que clairement il y avait des séries formulaires et des séries feuilletonnantes avant, mais à partir de quel moment est-ce que ça devient des formats hybrides au même moment qu'aux États-Unis, etc. Ça, il faudrait faire des analyses plus poussées. Mais on retrouve ces formats. Je ne pense pas que ce soit une spécificité américaine. Après, simplement, la télévision américaine et ses structures justement de production ont été assez propices à ce genre de choses. Mais je pense que chaque tradition de télévision a développé des formes par rapport à ses spécificités. Par exemple, il faudrait vraiment s'interroger sur comment ça fonctionne, ce type de forme dans la télé britannique, où justement on a beaucoup moins d'épisodes.
avec des durées qui sont pas les mêmes. Donc là, il faudrait refaire le même type de travail que j'ai fait, mais pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans le contexte de la télé britannique. Et pareil en France, en fait. Ouais, je pense à Doctor Who, à mon avis, où évidemment il y a quand même des ruptures de forme. Elle est tellement longue en même temps que c'est un peu obligé, et notamment la dernière saison qui est 100%. Alors, je sais pas si je vais réussir à prendre le bon mot. Est-ce que je peux dire qu'elle est 100% feuilletonnante, c'est-à-dire qu'en gros, la série est vraiment, en fait, cette saison est vraiment une histoire à part entière. On n'a plus du tout ce découpage par épisode dans la dernière saison. Et d'ailleurs, c'est tout à fait une volonté du showrunner qui s'était un petit peu cassé les dents sur la forme classique de Doctor Who, où on est beaucoup plus justement sur une formule qui se passe sur un épisode où le docteur va résoudre une problématique et en même temps ce fil rouge un petit peu diffus au fur et à mesure, mais oui, il y a sûrement plein d'autres occurrences, notamment dans la série anglo-saxonne. Il y a une telle production qu'on doit pouvoir trouver des exemples, ça c'est sûr. Et en France également, oui. Oui, tout à fait. Moi, je connais pas bien Doctor Who, donc je pourrais pas vraiment dire l'évolution des formes, mais effectivement, dans le peu que j'ai vu, il y a quand même dans le début de la nouvelle, moi j'avais vu le début de la nouvelle version, là, je sais plus quand est-ce que ça commence, 2005 peut-être. 2005, ouais. Ouais, 2005, il y a clairement des intrigues vraiment bouclées dans chacun des épisodes, et en même temps on développe une mythologie, donc je sais pas comment c'est maintenant. Mais après, c'est vrai que c'est des formes. Cette forme-là, de faire des intrigues bouclées chaque épisode avec développer un univers, etc., c'est une forme en fait extrêmement complexe à écrire. C'est-à-dire qu'on a l'impression on se dit que on l'allie à un imaginaire de la facilité. Et en fait, pas du tout, parce qu'il faut chaque fois produire une histoire, un contexte, des personnages, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Et c'est vrai que du coup, le savoir-faire aussi des salles d'écriture aux États-Unis ou l'habitude de produire 24 épisodes par saison, etc. C'est vrai que ça joue aussi évidemment dans la dominance de la forme, en fait, on va dire. Et puis tu le disais, il y a des succès monstrueux dans cette forme-là. Enfin, tu cites The Flash, mais du coup, qui est elle-même un rejeton d'un écosystème dont on s'est souvent moqué ces dernières années pour un rendu un peu cheap éventuellement, mais qui a créé un univers sériel qui est assez énorme, qui continue aujourd'hui, notamment avec Superman et Lois à faire des petits et à vivre à la télé, quoi. Donc ça crée quand même effectivement des univers qui à la fois installent un personnage dans son quotidien. Enfin, on a l'impression que en tout cas pour la série de super-héros telle que l'a abordé Arrow et toutes ces séries dérivées, c'était un peu parfait, quoi, parce que on avait ce quotidien pour ce personnage qu'on apprenait à connaître, à apprendre un petit peu ses doutes, son évolution par rapport à sa quête, etc. Et à côté de ça, on pouvait déployer un univers qui était extrêmement riche, qu'on distillait au fur et à mesure des épisodes, et je pense que ça aurait peut-être beaucoup moins marché sous d'autres formes aussi, quoi. Exactement, et en plus, à mon avis, justement, le fait que cette forme soit choisie pour toutes ces séries permet plus facilement l'introduction de crossover, parce qu'il y a justement de l'espace entre les épisodes, il y a de l'espace dans l'univers narratif, en fait, et donc ça permet le développement d'autres séries, ça permet le développement de toutes les regrouper à certains moments. Enfin, ça permet des choses qui seraient plus compliquées à faire si chacune des séries avait sa temporalité complètement. Imaginons qu'il y ait une série qui soit où il y ait une seule intrigue et elle se déroule sur 4 jours. Ben là, le crossover, c'est impossible en fait. Donc toutes ces choses-là, ce type de narration permet des choses qui ont été poussées vraiment à des niveaux. Mais bon, c'est le cas dans les séries de super-héros. Mais c'est le cas de manière très intéressante aussi dans des séries en contexte réaliste. Moi, je me suis intéressée cette année à la franchise Chicago, et où on a en fait... on en parlait dans le chat. Oui. Voilà, où on a au début Chicago Fire, la série sur les pompiers, puis ensuite les médecins, enfin les policiers, puis les médecins, etc. Et l'univers, les séries fonctionnent comme un écosystème en rapport constant. C'est-à-dire que les personnages passent systématiquement de l'un à l'autre des séries. Et ça, c'est possible parce que justement, il y a cette forme. Et c'est fascinant en termes de construction en fait, d'un univers, alors qu'on n'est pas justement dans du science-fiction fantastique. Mais pour autant, le travail de constitution d'un univers fictionnel qui est cette espèce d'autre Chicago, parallèle au nôtre,
est vraiment extraordinaire en fait. Merci beaucoup pour le raid de Charlie J avec ses 8 comparses. Merci beaucoup. Et il nous dit de ne pas oublier de... Ouais, merci, bienvenue. Bienvenue, bien sûr. Et n'oubliez pas de parler de Californication, la meilleure série ever. Donc peut-être Californication rentre dans notre domaine. Merci beaucoup en tout cas pour le raid, ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, et même les spectateurs qui étaient là, spectateurs et spectatrices qui étaient là auparavant. Un petit follow, ça fait c'est gratuit et ça fait énormément plaisir et ça soutient beaucoup l'émission. Voilà, nous sommes actuellement à 18 spectateurs et spectatrices, donc merci beaucoup. Ils sont tellement pros, on dirait qu'ils font des émissions à Canal B. Dans un passé. Voilà, exact. On a eu notre période à Canal B. Dans une autre Et vie. désormais, nous sommes en indé sur Twitch. D'où, voilà, les follow. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être aussi nombreux et nombreuses sur ce live. On espère que le sujet vous intéresse fortement autant que nous. Moi, je suis, j'ai envie de lancer des questions comme ça et juste d'écouter les réponses, quoi. Je jette la question. C'est vraiment. Jusqu'à ce que Claire s'endorme devant son écran, épuisé de nos questions. J'ai envie de lancer un petit peu Briac sur le sujet parce que Briac c'est ce que je vis au quotidien avec lui quand on parle de série. Je lance des questions à mon pote. J'ai la chance de l'avoir directement pour moi. À portée de main. Ouais. En fait, on est dans le même appartement, c'est-à-dire si je mets ma main, normalement... Ça sera incroyable. Je fais une fausse main qui sort. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on rigole. Briac, j'ai envie de te lancer sur le sujet, justement. Bah, j'avais une question pour Claire, justement, au niveau méthodologique, parce que effectivement, tu le disais, et j'ai pu que parcourir ta thèse, on n'a pas eu assez de temps pour la lire pour aujourd'hui, mais tu fais aussi de l'herméneutique dans la thèse, donc tu interprètes les séries. Pourquoi c'est important pour toi de coupler cette analyse formelle pour arriver à cette analyse herméneutique? En quoi la forme et donc ton analyse vont se rejoindre? En quoi ça peut la nourrir? Bah, disons que ce que nous disent les séries, enfin le sens, c'est quand même c'est ce qui m'importe à la fin. C'est-à-dire que c'est quand même essayer de comprendre, d'écouter en fait. J'ai souvent ça, d'écouter les séries pour voir ce qu'elles nous racontent. Donc le but pour moi, c'est quand même ça, ce qui n'est pas le but du tout de tous les chercheurs. Donc moi, je suis pas du tout dans une approche formaliste qui serait simplement d'identifier des formes et c'est tout. Ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont vraiment complètement imbriqués. C'est-à-dire que tout ce que nous dit la série, pour moi, vient de ces formes. Donc que ce soit des formes avec des éléments audiovisuels, c'est-à-dire encore une fois la musique, le cadrage, etc., ou des éléments de structure comme ceux que je suis en train de décrire, qui eux-mêmes justement découlent d'éléments audiovisuels. Mais pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas un discours de la série, il n'y a pas une histoire comme ça qui existerait dans le ciel des idées. Ce que nous dit la série, c'est toujours à interpréter. C'est toujours des images et des sons qui sont organisés de telle manière qu'ensuite, nous, on peut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, souvent, on ne va pas être forcément d'accord sur ce qu'on va en faire. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de comprendre comment ces formes s'organisent et ce qu'on peut éventuellement proposer comme interprétation de ces formes. Et bien évidemment, là, dès qu'on est dans l'interprétation, on a des biais idéologiques, d'expérience personnelle, de sensibilité, etc. Donc, je me positionne par rapport à mon interprétation des formes et par rapport à d'autres interprétations. Mais après, évidemment, il y a d'autres manières de réagir à ces mêmes formes. Mais c'est le couplage entre ce que j'essaye de relever qui est, comment dire, on pourrait dire, qui est plus objectif, on va dire. C'est-à-dire que j'essaye de voir comment ça fonctionne ces séries, et après, j'essaye de voir comment elles se positionnent en termes de discours. Continuons, les amis, sur ce sujet. Guillaume, est-ce que tu as une question pour Claire, peut-être ? C'est pas tellement une question, c'est plus une réflexion, et encore une fois, un peu comme l'a dit Briac, peut-être que tu y réponds dans le texte de ta thèse, mais j'ai l'impression que ce format-là, dont on parle ce soir, il est particulièrement représenté aussi sur la série d'animation, et l'animation japonaise, on va dire, pour faire un raccourci, mais de l'animation asiatique de manière générale, puisqu'on a souvent là aussi affaire à des séries au long cours, avec beaucoup d'épisodes, et avec, alors peut-être pas toujours une formule, mais en tout cas quelque chose justement qui est très régulier dans les péripéties que vont vivre des personnages. Est-ce que c'est un sujet que tu as traité ? Est-ce que c'est différent par rapport à la série dite live, on va dire, ou...
Alors, c'est un sujet que je n'ai pas traité pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, mais Ouais, mes ouais. étudiants me posent systématiquement la question. À chaque fois qu'on fait Eh nos oui. cours, ils veulent toujours, enfin pas toujours évidemment, mais souvent parler de corpus animé. Alors, le problème, c'est que là aussi, pour pouvoir parler des choses, il faut savoir les contextualiser, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas penchée pas du tout au même niveau que ce que je fais sur les séries américaines. Donc, je suis pas capable de dessiner une histoire des formes sur l'animé japonais. Ce que je sais, c'est du peu que j'ai vu. Et les animés que j'ai vus, ce sont souvent les animés que j'ai vus plus jeunes, en fait, c'est les animés japonais de mon époque, c'est-à-dire Chevalier du Zodiac, des choses comme ça. Et effectivement, dans cette époque-là, ce que j'en connais, il y a beaucoup de ces animés qui avaient une forme semi-feuilletonnante formulaire. Donc, je me dis que c'est aussi une piste, effectivement, et j'en ai parlé en fait pendant ma soutenance, j'ai dit justement que c'était à mon avis une piste à explorer, mais là, il faudrait des spécialistes en fait de ces champs pour travailler, pour faire le même type d'approche méthodologique sur ces formes-là. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup à faire, effectivement. C'est très intéressant. Mais j'ai pas par exemple, l'animé contemporain, franchement, j'y connais rien. Malheureusement, on peut pas tout voir. Encore une fois, déjà, Oui, avec mes c'est corpus de déjà. 15 saisons, Ah bah celui-là, il faut voilà. se lancer dans One Piece. Voilà, donc c'est vrai que du coup, je peux pas dire quel est l'état de ces formes aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire, ça c'est évident. Et ça me permet de tisser un peu un fil par rapport à ça, c'est comment aujourd'hui, en tant que chercheuse, tu peux savoir que à l'autre bout du monde, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé, ou il y a quelqu'un qui a travaillé sur un sujet assez similaire. Est-ce que comment vous faites pour pas mettre en commun, mais en tout cas avoir une vision de la recherche d'un point de vue mondial peut-être aujourd'hui? Vous avez peut-être des colloques pour échanger sur les sujets en cours et tout ça. Enfin, je me doute que oui, mais Oui, oui, tout à fait. Alors, on a des moyens. Alors après, c'est quand même difficile parce il y a énormément de production sur ces sujets-là et dans le monde entier. Et il y a quand même une barrière qui est très importante, qui est la barrière de la langue. C'est-à-dire que la plupart des ouais. gens, y compris moi, on essaie d'écrire aussi en anglais, de manière à ce qu'en gros, on puisse avoir une visibilité internationale. Mais c'est un vrai problème, même pour nos travaux justement en français, leur visibilité est très peu. Enfin, voilà, il y a très peu de visibilité internationale parce que simplement les gens lisent pas le français assez logiquement. Donc il y a ces problèmes-là. Mais sinon, dans la recherche, oui, bien sûr, on a en fait des bases de données qui sont accessibles. Et à partir de recherches de mots-clés, on peut déterminer si quelqu'un a déjà écrit sur ce corpus de manière internationale. Et après, évidemment, avec du suivi de revues. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, dans notre domaine, contrairement à d'autres domaines, par exemple de sciences dures, où il y a des revues de référence internationales, où en gros, vraiment, c'est la revue qu'il faut lire, nous, on a une multiplication des supports. Et même s'ils sont souvent accessibles en ligne, etc., ben encore faut-il les connaître et savoir ce qu'il y a dedans. Donc, se tenir au courant en permanence de ce qui sort, c'est très compliqué. Ça peut être que partiel. Mais par contre, quand vous faites une recherche sur un sujet spécifique, là, on a des bases de données qui aident et qui permettent de retrouver ce qui a été fait. Ouais. Okay. Briac, une dernière question peut-être. Oui. Alors Claire, du coup, donc c'est peut-être un peu tôt, comme tu nous as dit, tu as soutenu que la semaine dernière, mais est-ce que tu as des nouveaux peut-être projets en termes de recherche qui se dessinent après cette thèse? Alors, j'imagine que tu vas continuer de toute manière à creuser le semi-feuilleton en formulaire, mais est-ce que tu penses peut-être étudier aussi le semi-feuilleton épisodique? Est-ce que tu as d'autres voies qui t'intéressent maintenant? Oui, alors bon, je sais pas encore exactement ce que sera l'équivalent de ce que j'ai fait là, c'est-à-dire quel serait mon 3e livre. Là, je peux pas dire, mais c'est clair que là actuellement, j'aimerais vraiment appliquer le même type de méthode, notamment sur des corpus de séries semi-feuilletonnants épisodiques, parce que il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et puis voilà, c'est des choses que il y a certaines choses que j'ai pensées sur le cours de ces dernières années, mais que j'ai pas forcément eu le temps d'approfondir. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est quand même, il y a plein de choses à retravailler, encore une fois, dans les anciennes séries, et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les séries des années 60-70 pour affiner ce que j'ai proposé là. Et ça, c'est vrai que ça m'intéresserait aussi. J'aimerais vraiment me replonger dans les séries dites formulaires des séries des années 60-70 pour voir si elles sont aussi formulaires que ce qu'on pense. Et pour voir si on peut pas encore affiner l'histoire des formes. Mais voilà, c'est des gros chantiers, donc je sais pas. Peut-être que ça prendra, peut-être que ça prendra pas. Ça, c'est après il faut se lancer et voir s'il y a des choses qui vont m'approcher et me plaire. Mais c'est les pistes actuellement, ouais. Franny te demande, est-ce que la prochaine thèse ne sera pas la thèse de la maturité? Non, ne lis pas les questions de Franny. Bon, la réponse, tu l'auras peut-être pas ce soir, Franny. Écoute. Ouais,
Pourquoi je vais pas poser la question? Merci beaucoup Claire pour ces moultes questions. On pourrait faire des heures et des heures sur le sujet. Mais tout simplement, vers quoi est-ce qu'on peut aiguiller les gens peut-être sur tes écrits dans le domaine? Déjà, pour des choses un peu, peut-être, si les gens n'ont pas forcément envie de lire des articles, il y a pas mal de vidéos d'interventions que j'ai faites ou d'interviews, etc. Donc la plupart, on les trouve sur ma chaîne YouTube. Donc déjà, c'est à mon nom, donc ça, déjà, on peut trouver pas mal de choses. Et sinon, j'ai un site personnel où il y a tous mes, enfin, il est pas très à jour parce que ces derniers temps, j'étais un peu occupée. Mais, mais voilà, il y a mes travaux, mais on trouve beaucoup de choses en ligne, en fait. Beaucoup de choses en ligne. Il y a beaucoup de travaux qui sont publiés dans des revues en open access. Donc, il suffit de taper mon nom. On trouve pas mal de choses déjà, simplement avec une recherche Google. Très bien. Très bien, bah écoutez, voilà, j'ai mis le clairecornillon.com dans le chat. Allez checker un petit peu tout ça. On passe à la dernière partie, les recommandations que j'ai mentionnées. Alors, Insouf a une question, donc c'est le moment. Est-ce que Claire, tu as regardé la série This Is Us? Si oui, qu'est-ce que tu as pensé du récit? Je le trouve assez remarquable pour une série écrite au jour le jour entre guillemets. Oui, alors j'adore This Is Us, mais je n'ai pas vu la fin encore, donc ne me dites rien. Oulala, oulala. Voilà. C'est un ban. Si vous mettez la fin dans le chat, c'est un ban def. Voilà, c'est dit. Voilà, donc là, je ne peux pas me prononcer sur comment, voilà, sur l'ensemble, mais j'aime énormément This Is Us, et justement, bah, vous voyez bien parce que c'est une série qui a une structure absolument passionnante, et donc ça m'intéresse beaucoup. C'est une des séries sur lesquelles j'aimerais effectivement travailler. Ouais. D'accord. Le chat, préparez vos petites recommandations du moment. Vous les gars, Guillaume, tu avais une question tout à l'heure, excuse-moi. C'est trop tard? Je voulais quand même en placer une pour les personnes sur le chat qui seraient peut-être déçues qu'on n'ait pas abordé des séries très cultes, notamment les séries qui entourent la trilogie du samedi. C'est juste pour dire qu'effectivement, cette forme-là, j'ai l'impression, elle a été vraiment très populaire fin 90, début 2000, et nous, on en a vraiment bouffé beaucoup, notamment sur M6. C'est vrai que les séries de notre adolescence, tu as cité Stargate, mais on peut citer Charmed, Le Caméléon. John Doe, on ne cite jamais John Doe, ça suffit. John Doe, tu as raison, The Sentinel, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais voilà, là, toutes ces séries-là, je pense que clairement, s'il y a des gens qui cherchent des exemples concrets de ce type de forme, eh bien, refaites-vous les séries cultes de la trilogie du samedi. Charmed est disponible sur Prime Video pour qui ça intéresse. C'est une petite capsule temporelle, on en pensera ce qu'on veut aujourd'hui quand on la regarde. Il y a des choses qui sont relativement gênantes et dérangeantes, mais ça reste intéressant à regarder. Et dans quoi tu veux dire, dans les séries? Dans Charmed, dans la proposition que fait Charmed, okay. Dans ce qu'elle fait vivre à ses héroïnes, comment elles sont positionnées dans la série, à la fois en termes de personnages très forts, et c'est une série qui tient sur un trio de femmes, et tout ça c'est génial. Et en même temps, tu te rends compte que la totalité des personnages masculins de cette série sont toxiques, et même pas forcément toujours dans les méchants, quoi. Oui, mais c'est des démons aussi. Hein. Mais tu peux pas non plus. Ouais. Non, mais donc voilà, je voulais quand même effectivement dire que voilà, effectivement, on pouvait pas aborder dans le détail toutes ces séries, mais vous aviez bien compris que ces séries faisaient partie de cette thématique-là. Bien sûr. Et mon autre réflexion, c'était plus donc par rapport à cette idée de transformer une thèse en livre. Ça représente beaucoup de travail de faire ça. C'est quelque chose qui paraît assez évident, ou en transposition, où il y a cette étape vraiment, ouais. Ouais, il y a un travail important, et à quel niveau? Normalement, oui, c'est un travail important parce que souvent les thèses sont assez longues et les éditeurs ne veulent pas des textes longs, donc souvent il faut raccourcir. Parfois même les thèses donnent lieu à 2 livres. Et puis il y a toute la rhétorique de la thèse qu'il faut un peu parfois enlever pour les livres. C'est bien pour l'exercice académique, mais après il faut l'enlever. Moi, c'est un petit peu différent parce que je l'avais vraiment écrite pour que ce soit un livre, donc elle est beaucoup plus courte. Et puis il y a là aussi un petit peu cette rhétorique de la thèse, je vais un petit peu enlever, je pense, et puis tenir compte évidemment de ce qui m'a été dit à mon jury, etc. Donc il y a d'autres pistes, puis des choses que j'ai réfléchi entre-temps. Mais là, pour le coup, ça va pas être un énorme travail, mais c'est pas très représentatif forcément de ce qui se fait. Et on peut mentionner que, même si j'imagine il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a souvent les presses universitaires qui sont donc des points d'entrée pour les ressources qui viennent, j'imagine, de ce genre de thèses et autres recherches. Oui, bah, évidemment, les presses universitaires sont évidemment des espaces, disons, qui sont faits pour ça, en fait, parce que c'est vrai que c'est des travaux qui sont difficiles à publier dans des maisons d'édition traditionnelles, ça intéresse pas trop le grand public, en fait, c'est des ventes qui sont très, très faibles, et donc c'est des circuits économiques complètement différents, en fait, par rapport
à l'édition traditionnelle. L'édition universitaire, c'est vraiment complètement un autre monde. Donc du coup, oui, ça va plutôt en général vers l'édition universitaire. D'accord. Alors, pour les recos, le chat nous dit, j'avoue, j'étais là que pour John Doe, oui. Enfin, quand on parlait de la trilogie du samedi, John Doe, on a bien fait de le je ne vis qu'à moitié. Je ne vis qu'à moitié depuis toutes ces années. On ne saura jamais cette scène avec l'échelle là. Hein, les vrais le savent. Hein. Il y a un twist énorme au dernier épisode du coup. Hein. Voilà. On spoil pas This Is Us, on spoil pas John Doe non plus, mais énorme twist et on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. C'est une demi-vie. Est-ce que les gars vous avez des recommandations? Et Claire évidemment, qu'est-ce que vous regardez en ce moment de bien ou de pas bien d'ailleurs hein Allez, je me lance. Moi, ça va plutôt être le quart d'heure du sel, on va dire, puisque malheureusement, je regarde actuellement que des séries que je ne peux pas recommander, puisque je Comme sors, quoi, par exemple je sors de Halo. Donc série adaptée de l'univers vidéoludique diffusée chez nous sur Canal+ et produit par Paramount+, enfin Showtime Paramount+, qui donc sera disponible sur la plateforme quand elle sera arrivée en France. Bon voilà, c'est la série, c'est pas tout n'est pas acheté. Ça me fait beaucoup penser à Star Trek Discovery, qui est d'ailleurs plus ou moins aussi affilié aux canaux CBS, etc. Dans le fait qu'il y a pas mal de moyens dans la manière dont est représenté l'univers de Halo, et c'est un univers de science-fiction où on a des personnes augmentées, on a des extraterrestres, on a des univers assez de science-fiction, donc il faut quand même des moyens pour que ça ait l'air crédible. Là-dessus, si c'est une série que vous cherchez, si c'est quelque chose que vous recherchez dans la série, vous serez content de retrouver ça parce que c'est plutôt qualitatif, même si certains combats, on va dire, enfin affrontements purement CGI pourront paraître à certains un peu ridicules, mais moi j'ai trouvé ça très honnête. Mais par contre, en effet, au-delà de ça, les personnages sont très très peu creusés et on n'a pas encore ils sont pas encore arrivés à faire d'un univers vidéoludique quelque chose de purement creuser d'un point de vue, je trouve, de donner de la profondeur aux personnages et de faire que on ait de l'empathie pour eux, etc. Même si, contrairement à The Mandalorian, qui a choisi de représenter un héros masqué la plupart du temps, là, Halo, le personnage principal est aussi masqué. Ils ont fait le choix tout de suite de lui enlever son masque pour l'incarner. Ça, je trouve que c'était une bonne idée. Mais bon, voilà. Regardez par curiosité si vous avez Canal+, si ça peut vous intéresser, mais je peux pas dire que c'était un gros coup de cœur. Et donc, je rejoins ce que disait CHP tout à l'heure. La série du moment que je regarde, c'est évidemment Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Bon, c'est une grosse déception, hein, on va pas se mentir. Il y avait une grosse nostalgie à revoir Ewan McGregor et Hayden Christensen dans les rôles titres en plus cette année on fête les 20 ans de l'attaque des clones et donc on sent que voilà il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger dans les fans de Star Wars autour de la nostalgie de la prélogie. C'est assez après la nostalgie de la trilogie originale, on est clairement dans une phase où la prélogie a aujourd'hui des fans qui ont vieilli et qui sont aujourd'hui dans la nostalgie de cette époque-là. Et vraiment, c'est en termes d'écriture, c'est assez catastrophique, quoi. C'est catastrophique, oui. Moi, tout s'est effondré, sur l'épisode 5, du coup. Le dernier en date, c'est la partie 5. Avant-dernier épisode, ouais. C'est ça, c'est l'avant-dernier, en plus, j'avais pas réalisé, mon Dieu. Je me suis accroché à tout ce que je pouvais. Enfin, pour moi, ça partait bien. Y a un membre des Red Hot Chili Peppers dans le premier épisode, donc moi déjà voilà, tout était bon. Mais non, blague à part, en fait j'ai trouvé l'épisode 5 pardon, tellement en fait c'est inexplicable en fait. On se dit mais mettez vraiment des gens, bon après on va pas faire trop long là-dessus, mais cet épisode est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans le reste et on tue Dark Vador quoi, donc c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment Dark Vador et enfin, quand on l'aime autant que les fans et que moi, hein, vraiment, c'est très triste. C'est vraiment très triste. En fait, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe sur les séries. Là où Marvel réussit à introduire des nouveaux personnages, notamment, et bon gré mal gré, à faire en sorte que ça soit des personnages quand même que tu peux avoir envie de revoir ou qui ont en tout cas leur identité assez propre, on va dire, dans l'écosystème du MCU. Star Wars, on a vraiment l'impression que série après série, ils désiconisent les grandes figures de leur mythologie
Et au final, là où j'étais assez critique de la saison 2 de The Mandalorian, ça reste la série qui, je trouve, a introduit le plus de nouveautés et le personnage le plus emblématique de ces dernières années dans les fictions live, quoi. Parce que bon, il y a aussi l'animation qui est très qualitative par ailleurs, mais et là, c'est vrai que entre Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, on a l'impression qu'on va prendre un personnage extrait de ce qu'il était dans les films pour raconter quelque chose et on passe complètement à côté de ce qui aurait pu être intéressant, ou en tout cas si on le fait c'est avec des grosses ficelles et même en n'étant pas très attentif on trouve ça un peu gros, quoi. Mais pour finir quand même sur une note positive, donc je recommande pas, mais c'est des grosses attentes qui vont être bientôt là. Il y a la nouvelle saison, donc saison 4 si je me trompe pas, de Westworld qui débarque bientôt sur OCS. J'attends beaucoup parce que la saison 3 était en demi-teinte quand même. Oula, Briac c'était plus que demi-teinte. Briac a fait un malaise. Non, mais qui prenait le parti de sortir du parc vraiment complètement et de nous montrer le monde dans lequel vivent... attention. Je me suis déjà fait spoiler par la bande-annonce. Alors que j'ai vu qu'une saison. Mais attention. On peut pas être spoilé par une bande-annonce. Ah bah si, quand tu vois un personnage qui est censé être mort et qu'en fait il est pas mort, bah tu te dis dommage. Mais voilà, quoi qu'il en soit, grosse attente là-dessus, parce qu'effectivement, on sait pas trop si c'est la dernière saison, on sait pas trop où ils en sont, de l'ambition qu'ils ont pour Westworld, et ça reste quand même une des séries, moi je trouve en tout cas, qui a beaucoup d'ambition ces dernières années. Et puis, on a eu aussi le droit à une bande-annonce pour la prochaine série des créateurs de Dark, qui s'appelle 1899. Ouais. C'est ça. Qui décrira ces espèces de huis clos sur un bateau en 1899 où tout un tas de personnages d'origine diverses et variées vont vivre quelque chose qui, là où on avait l'impression que du coup ils avaient opéré un virage un peu historique au moment des prémices de l'annonce de la série, quand on voit la bande-annonce, on fait ok, on sera à 100% aussi dans un mystère assez cryptique. Ah mais j'ai pas vu la bande-annonce. Ah oui, je suis à l'ouest. Non, mais j'en dis pas plus, mais parce que la bande-annonce ne montre pas grand-chose non plus, mais on a quand même des petits indices de au fait qu'il y a encore plus que ce qu'on pouvait s'attendre. Donc Dark, ça reste une très très bonne pioche de ces dernières années. On vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait chez Pépé, d'ailleurs, toujours sur ce chat. Et voilà quoi. D'accord, très bien. Claire, est-ce que tu as une petite reco? Voilà, est-ce que... Qu'est-ce que j'ai regardé en ce moment? Évidemment, le dernier truc que j'ai regardé, c'est Stranger Things, évidemment, la nouvelle saison. Moi, j'ai toujours pas regardé, donc... Qui est très très bien, il paraît qu'il y a des très très bons retours. Oui, il y a des très belles choses. Il y a vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées. Par ailleurs, au niveau de la structure, je n'étais pas très satisfaite. Je préfère la saison d'avant. Mais bon, vous voyez bien, c'est toujours un peu mes obsessions. J'aurais pas construit les choses de cette façon-là. Non, il y a des très belles choses dans la nouvelle saison de Stranger Things, donc ça m'a bien plu. Et juste avant, j'avais vu une série française qui est très rare et qui en plus est courte, donc c'est pas du tout le genre de corpus que je regarde d'habitude, qui s'appelle Les 7 vies de Léa et que j'ai beaucoup aimé. Ça parle, c'est un peu dans vos sujets parce que c'est une sorte de voyage dans le temps. Enfin, c'est du voyage dans le temps, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. C'est une très belle série, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, je suis toujours plutôt en train de revoir des séries pour des travaux en cours. Donc, c'est vrai que je suis pas toujours au top de l'actualité. Voilà. Là, j'avais un podcast sur The Originals, donc j'ai tout revu. J'étais dans The Originals et je suis en train d'écrire un article sur The Magicians. Donc, on en parlait dans le chat, justement. J'ai revu aussi The Magicians, donc du coup, j'étais plutôt pas forcément dans des séries. Les 7 vies de Léa, c'est sur Netflix, voilà, pour les recos. Ouais, exact. Et Gillick, a priori, se fait un rewatch aussi de The Magician pour une prochaine émission dans laquelle il est lui aussi de son côté. Donc c'est une série à voir, a priori, en ce moment. Bah oui. Non, c'est une très bonne série, très intéressante. J'aime beaucoup. Ok. Et Briac, pour finir, est-ce que tu as une reco? Oui, alors j'ai une semi-reco, parce que c'est une série dont j'ai vu que 3 épisodes, donc je peux pas forcément vous dire que ça va être vraiment bien jusqu'au bout. C'est la série From, qui est donc une série qui donc avec comme héros principal Harold Perrineau, qu'on connaît de Oz et de Lost, et justement c'est une série qui un peu se place comme une héritière de Lost, c'est vraiment un mystery show, et on retrouve d'ailleurs en co-showrunner Jeff Pinkner, qui est donc quelqu'un qui a travaillé sur Lost, mais qui a aussi été showrunner sur Alias et sur Fringe, donc un beau pédigré pour ces séries-là, même si là on est sur quelque chose de quand même plus feuilletonnant.
Et donc le concept de la série, c'est une petite ville des États-Unis, donc vraiment une petite ville, hein, c'est juste quelques maisons, où en fait, à partir du moment où tu prends la route pour y aller, tu pourras pas en sortir. Genre, tu peux conduire à travers la ville, ça va te ramener toujours au point de départ. Et en fait, donc, il y a des gens qui sont coincés depuis on sait pas combien de temps dans cette ville-là. Et ce qui se passe, c'est que quand la nuit vient, il faut absolument rentrer dans les maisons et placer un espèce de talisman sur les portes, parce que sinon, il y a des espèces de monstres, des personnes, des silhouettes qui sont à l'extérieur, qui peuvent rentrer et tuer tout le monde. Et donc on arrive dans cet univers-là, et en fait on a à la fois Harold Perrineau qui est le shérif, donc qui essaie de faire respecter les règles, avec un côté assez violent, et puis on sent qu'il a eu des problèmes avec son fils, on sait pas ce qui s'est passé, et dans le même temps on va voir une famille... Walt, évidemment. C'est ça, bah, toujours. et dans le même temps on voit une famille qui arrive, donc en fait on a les deux points de vue, celui de le personnage qui connaît cet univers, et ceux qui le découvrent, donc c'est plutôt bien. Ça fait envie ça. C'est pas mal. Et c'est sur quoi ? Alors, justement, le problème c'est que ça n'est pas visible en France pour le moment. Moi, j'ai un ami américain qui m'envoie des cassettes enregistrées pour regarder. Je peux pas tous vous envoyer, hein. J'aimerais bien envoyer à tous ceux qui regardent Spoilers, mais donc il faut surveiller quand ça arrivera en France ou trouver un ami américain. Mais c'est pas mal pour le moment, avec la petite réserve que tout ce qui est lié au fantastique est pas hyper inspiré, hein. Ça reste assez classique dans la mise en scène, dans l'approche. Mais il y a de quoi faire une bonne série, et normalement ça a été déjà renouvelé pour une deuxième saison. Donc on sait qu'on va pas forcément rester sur notre fin à la fin de cette première. Positif, ouais. Et ça peut être une bonne série pour cet été. Enfin moi personnellement l'été je lisais du Stephen King, alors je suis toujours content de trouver ce genre d'univers. On nous dit c'est un genre de Wayward Pines. C'est un peu en gros. Ouais. Alors je pense pas que ça va partir dans la même direction que Wayward Pines, mais oui il y a quelque chose de Wayward Pines. Ouais. Bien moi je n'ai pas de recommandations à faire. Non je suis honnête. J'ai beaucoup de trucs à rattraper. Donc j'ai pas vu The Boys, j'ai pas vu Stranger Things non plus. J'ai cru que t'allais faire. J'ai une vie, moi. J'ai pas que ça à faire de regarder des séries. C'est sympa comme les séries. Non mais 2 secondes. D'ailleurs, je me casse. Non mais bon, cela dit, il y a du vrai dans le sens où je me dis, aujourd'hui me lancer dans une série de 24 épisodes par saison sur 15 saisons par exemple, au hasard. J'ai pas forcément l'envie. C'est juste une question d'envie ou de quoi que ce soit. J'ai envie d'une série qui m'accroche énormément en ce moment et voilà. Donc j'ai regardé. Kenobi. Hein, je veux pas remettre une couche, mais c'est triste. Oserais-je une recommandation qui n'est pas une série, mais si vous attendiez beaucoup de Kenobi, peut-être jouer à Jedi Fallen Order. Voilà, je suis dessus. Bientôt fini, et tout ce que vous attendez des séries Star Wars sont je sais pas si vous l'avez fait, c'est dans Fallen Order. Vous attendez, c'est voilà, l'histoire d'un Jedi qui cherche sa place et qui parcourt des planètes et qui montre un lore extraordinaire. Bah c'est dans Fallen Order. Voilà, donc faites ça. C'est un peu provoque, mais hors série animée, je trouve que c'est le meilleur contenu Star Wars qu'il y a eu ces dernières années. Ah oui, non mais clairement. Enfin, en termes d'enrichissement d'univers, oui, voilà. Quelque chose de nouveau, qui essaye pas de retcon autre chose, qui montre des trucs. Qui ressemble à rien d'autre dans l'univers. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Kenobi, dans l'avant-dernier épisode, s'inspire très clairement de passage de Fallen Order. Enfin, donc. Fallen Order, l'enfer. Bon, tout le monde n'a pas adoré visiblement, mais moi j'ai bientôt fini et j'ai vraiment adoré. Je suis désolé, Guilic, mais bon. C'était fait avec le cœur au moins. Peut-être si dans le chat il y a quelques recommandations, non je sais que tout le monde s'est un petit peu exprimé. J'ai regardé, on en a mentionné, on a The Magician, on l'avait, Merlin. J'essaie de choisir aussi les recos un peu dans nos domaines. J'ai vu passer Good Omens, dont on a déjà parlé rapidement dans Spoilers. Ouais, la saison 2 arrive à un moment donné, peut-être cette année, étonnamment. Il va y avoir une saison 2. We Own This City. Top, mais pas The Wire, effectivement, ce n'est pas The Wire. Voilà, donc des bien belles recos dans ce chat. Donc j'allais remercier Claire, merci beaucoup pour cette émission, pour la précédente. C'est vraiment toujours un énorme plaisir, un immense plaisir de t'avoir dans Spoilers. On espère que tu as passé un bon moment parmi nous. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus simple, claireaccornion.com ou ton Twitter ou... Ah oui, sur les réseaux sociaux, mon Twitter, oui. C'est le plus simple, okay. Ouais. Le Twitter de Claire. Merci le chat. On a peut-être battu notre record de viewers pour cette soirée. Donc vraiment merci beaucoup, c'était super. Et puis toujours un chat qui commente, qui pose des questions. C'est vraiment un énorme plaisir. C'est pour ça, tout bêtement, qu'on fait des lives. Vous qui nous écoutez dans un podcast, venez aussi nous rejoindre sur Twitch parce que on se marre bien et on apprend des trucs. Donc voilà,
Vraiment, n'hésitez pas. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux aussi, hein, Twitter. Le Twitter de l'émission Spoiler, c'est Guillaume qui est aux commandes et qui alimente ça d'une main de maître. Ouais, il y a un petit peu moins de contenu en ce moment parce que plein d'autres choses à faire, mais voilà, sachez que on travaille en coulisses à des trucs pour la rentrée qui vont être un peu cool et tout. L'Olympia, Donc, ça reste toujours voilà, merci d'avoir spoilé, c'est génial. C'est pas grave, ça sera coupé au montage. Et non, mais si vous voulez, si vous voulez savoir effectivement être présent dans les prochains lives et tout ça, parce que clairement, je pense que maintenant les émissions, on les fera aussi comme ça, même si vous pourrez écouter cette émission un petit peu nettoyée en podcast dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à venir, c'est trop cool en vrai, ça donne un petit côté radio libre et moi je voulais du coup profiter là d'avoir la parole pour remercier clairement Claire de sa présence et de manière générale, parce qu'on l'a remercié avant en off, mais je trouve que c'est important aussi effectivement de remercier Claire et de remercier aussi les intervenants issus du milieu universitaire qu'on a pu recevoir dans l'émission, parce que à chaque fois c'est hyper passionnant et je trouve que c'est des univers, on va dire la pop culture et les milieux universitaires qui parfois ne s'entrechoquent pas assez, et si nous à notre maigre échelle on peut réussir à échanger avec des experts comme vous, c'est super cool. Donc tout ça pour dire que j'espère que tu reviendras dans l'émission. Merci de nous donner de votre temps. Ouais. Merci beaucoup, avec grand plaisir, parce que c'est un super espace pour discuter, c'est toujours des belles discussions, donc moi je reviens quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Génial. Portez-vous bien, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les applis. Oh là là, c'est très ringard dit comme ça. Mettez des étoiles. Lâchez vos meilleures étoiles sur vos applis de podcast préférés. C'est ça c'est un énorme soutien pour nous faire monter un petit peu dans les résultats de recherche. Donc vraiment c'est ça, et un partage évidemment de nos épisodes, c'est d'énormes soutiens. Merci à toutes celles et ceux qui le font. Et portez-vous bien. Voilà, bonne soirée à vous. Salut. 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 Au revoir.